Cette riche femme au foyer texan a percuté et tué un homme avec une Porsche lancée à toute vitesse, alors qu'elle avait un taux d'alcoolémie près de 4 fois supérieur à la limite légale. Mais elle a tenté de faire valoir que la faute revenait à ses chaussures de créateur. Son procès vient de s'achever par un verdict choquant et une peine tout aussi surprenante. Non seulement cela, mais le dernier rebondissement était qu'elle a révélé au jury qu'elle est enceinte. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Christina Chambers a tenté une défense unique lors d'une affaire où les procureurs avaient dans son taux d'alcoolémie et une vidéo la montrant conduire une Porsche à grande vitesse percutant un homme projeté à 10 mètres. Avant d'aborder le verdict et la sentence de Christina Chambers, expliquons comment nous en sommes arrivés là. Chambers était sans emploi, mariée à un gestionnaire de fonds spéculatifs. Elle ne travaillait pas, mais on peut dire qu'elle n'en avait pas besoin. Et il semblait qu'elle menait une vie luxueuse et apparemment une vie imprudente, jusqu'au 19 avril 2023. Cette nuit-là, à Houston, Chambers est sortie avec des amis dans sa nouvelle voiture de sport à 100 000 $. Son mari la lui avait achetée. Le groupe a dîné, ils ont bu quelques verres. Les procureurs ont déclaré que Chambers, la conductrice, avait pris au moins 6 verres avant de prendre le volant de cette voiture de sport. Chambers et ses amis ont décidé qu'il était temps de rentrer chez eux vers 2h35 du matin. Alors ils sont montés dans cette Porsche et apparemment, sur le chemin du retour, Chambers a décidé qu'elle voulait montrer à ses amis ce que cette voiture pouvait faire sur la route ouverte. Au même moment, Nicholas McMullen, 33 ans, tentait sa chance lors d'un premier rendez-vous. Il terminait aussi sa soirée et, avec sa compagne, ils ont voulu prendre un encas avant de rentrer. Ils sont donc allés dans une boutique de beignets. Avec des beignets et du café, McMullen et sa compagne regagnaient leur voiture quand c'est arrivé. Voici la vidéo présentée au tribunal selon KHOU et elle ne montre pas l'impact, mais on voit une Porsche qui, selon les allégations, roulait à plus de 110 km/h et a percuté McMullen, le projetant à plus de 10 mètres. D'après le Houston Chronicle, la femme avec qui il était en rendez-vous affirme que tout s'est passé si vite que lorsqu'elle s'est tournée pour prévenir McMullen de s'écarter, il n'était déjà plus là. Elle se rappelle juste avoir senti quelque chose frôler sa hanche. L'amateur de musique de 33 ans a été déclaré mort sur les lieux. La conductrice de cette Porsche, bien sûr, était Christina Chambers. Elle a été arrêtée 1 heure après l'accident. Et le Chronicle rapporte que les dossiers médicaux montrent que son taux d'alcoolémie était environ 4 fois supérieur à la limite légale. Même 1 heure après que tout cela se soit produit. Les procureurs affirment avoir fouillé la Porsche et trouvé de petits sachets de cocaïne à l'intérieur. Christina a été testée positive à la cocaïne, mais elle a dit que c'était à cause d'une consommation quelques nuits plus tôt, pas de cette nuit-là. Chambers a été arrêtée et inculpée d'homicide involontaire. Elle a obtenu une caution de 50 000 $ une semaine après son arrestation et est restée libre jusqu'au procès. Quelques jours après la fixation de sa caution, son mari, gestionnaire de fonds spéculatifs, a demandé le divorce. Ce divorce a été finalisé en février 2024. Mais il semble que les deux ne se soient pas complètement séparés, puisque Chambers est maintenant enceinte. J'en parlerai davantage dans un instant. L'accusation dispose de témoins de cet accident horrible. Ils ont entendu la femme qui était en rendez-vous avec McMullen lorsqu'il a été percuté. Ils possèdent aussi les dossiers médicaux prouvant que Chambers était ivre lors de l'accident. Donc la grande question serait, quelle est sa défense? Eh bien, Chambers a soutenu qu'en réalité, ce n'était ni la conduite ni l'alcool qui étaient en cause, mais les chaussures des deux créateurs qu'elle portait aux pieds. Elle portait des chaussures Louboutin. Ce sont celles à semelles rouges pouvant coûter des milliers de dollars. Son avocat de la défense a soutenu que son talon s'était coincé dans la pédale d'accélérateur de la Porsche, ce qui a envoyé le véhicule percuter McMullen. Non seulement cela, mais son avocat a également affirmé que cet accident s'était produit sur l'un des virages les plus dangereux de Houston, où il y a déjà eu plusieurs graves accidents dans la ville par le passé. Le jury n'a pas cru à l'excuse de Chambers sur sa chaussure. Elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire, une accusation passible de 2 à 20 ans de prison au Texas. Et cette semaine, lors de la phase de détermination de la peine, un jury a délibéré pendant 6 heures et a condamné Christina Chambers à 11 ans et 14 jours de prison. C'est un clin d'œil à l'anniversaire de sa victime. Nicholas McMullen étant né le 14 novembre à Zoatizatessons. Puis, il y a eu un autre rebondissement dans cette histoire. Et il est survenu lors de la phase de détermination de la peine. Chambers a confirmé qu'elle est enceinte de 4 mois. Elle affirme ne pas être tombée enceinte intentionnellement pour influencer le procès ou la peine. Mais elle fait face à cette accusation depuis 2023.
Le père du bébé, c'est le mari, qui a divorcé d'elle peu de temps après l'accident. Et maintenant, il semble que le bébé naîtra en prison pendant qu'elle purge sa peine. La procédure judiciaire entourant cette affaire n'est pas terminée. La famille de Macmullen a également intenté une action civile qui doit être jugée au printemps de l'année prochaine. Non seulement cette plainte tient Chambers pour responsable de l'accident, mais elle vise aussi son ex-mari, que les procureurs accusent d'avoir acheté cette Porsche pour elle. L'avocat de la défense de Chambers affirme que le mari lui avait en réalité acheté la voiture parce qu'ils essayaient de résoudre certains problèmes conjugaux. La famille de Macmullen réclame plus d'1 million de dollars dans cette affaire, qui sera tranchée par un jury au tribunal civil. Nous accueillons depuis le Texas Bridget Williams, avocate plaidante et ex-procureure, pour discuter de cette affaire. Merci de votre présence. C'est triste de penser à ce jeune homme sorti pour un premier rendez-vous et à ce qui est arrivé. Et maintenant, la femme responsable, Christina Chambers, a été condamnée à 11 ans et 14 jours. La peine variait de 2 à 20 ans. C'était la fourchette. Que pensez-vous du verdict du jury concernant cette peine? Je pense que la peine, comme vous l'avez dit, va de 2 à 20 ans pour ce cas d'homicide involontaire sous intoxication. Le fait qu'ils aient choisi une peine intermédiaire me semble approprié. C'est probablement quelque chose qui leur a pris beaucoup de temps pour arriver à ce chiffre précis. Puis ils ont décidé cela. En se basant sur sa date de naissance, je pense que c'était quelque chose d'approprié pour ce cas particulier. La fourchette de la peine à 2 ans ou même une probation. Parfois, certaines personnes peuvent obtenir une probation. Cela arrive parfois où une personne peut écoper jusqu'à 20 ans. Je pense donc qu'il était approprié de trouver une solution intermédiaire. À quel point est-il courant qu'une peine ait ce genre de signification symbolique? Il est né le 14 novembre, donc elle purgera une peine de 11 ans et 14 jours. C'est courant chaque fois qu'on passe devant un jury, généralement pour la condamnation, parce que, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens font tout le temps. Ils ne siègent pas, vous savez, dans des jurys. Ils n'essaient pas de déterminer, vous savez, combien de temps une personne devrait être en prison. Chaque fois qu'on se présente devant un jury pour la condamnation, ils cherchent quelque chose de symbolique pour la victime ou sa famille, normalement. Mais si vous allez devant un juge, en général, ils ont probablement des barèmes déjà établis, normalement en fonction de différents facteurs de l'affaire. Christina Chambers, et cela n'a pas été autorisé à être mentionné pendant le procès, mais elle est enceinte de 4 mois. L'accident a eu lieu en 2023. Depuis sa liberté sous caution, elle est enceinte. Et il est raisonnable de penser que ce bébé naîtra au sein du département des corrections du Texas. Elle a dit qu'elle n'est pas tombée enceinte volontairement. Comment le fait qu'une personne soit enceinte dans sa situation peut-il influencer la nature de sa peine? Eh bien, cela pourrait être évoqué non pas lors de la phase de détermination de la culpabilité ou de l'innocence, mais uniquement lors de la phase de détermination de la peine, si c'est présenté au jury, simplement pour qu'ils en tiennent compte comme circonstance atténuante. Et donc, c'est simplement un élément que le jury pourrait prendre en considération lorsqu'il essaie de déterminer combien d'années elle devrait recevoir comme peine. Cela pourrait être décidé à ce moment-là. Cependant, ce n'est pas quelque chose qu'ils sont obligés de prendre en compte. Ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent faire. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Son avocat avait demandé une mise à l'épreuve pour cela. Qu'est-ce que cela implique si elle avait obtenu une mise à l'épreuve? Il est raisonnable de penser que la communauté aurait ressenti frustration et indignation. Vu de quoi elle a été reconnue coupable, à quel point elle était ivre et qu'elle a pris la vie de ce jeune homme, même si ce n'était pas intentionnel. Mais vous savez, c'est arrivé. Qu'est-ce qui entre en jeu pour l'avocat de la défense qui décide de ce qu'il va présenter et demander au juge ce qui serait raisonnable? Quelle est la stratégie derrière cela? Chaque affaire est examinée au cas par cas. Si c'était ma cliente, nous parlerions de ceci. Elle n'a jamais eu de précédent, donc on commence par là. Elle n'a jamais eu de casier judiciaire. C'était juste un incident isolé. Elle était sortie avec des amis et elle peut être réhabilitée, elle peut suivre certains types de cours, elle peut aller en traitement. Parfois, nous suivons une thérapie ambulatoire et dans certains cas, une hospitalisation est nécessaire. Il y a tellement de choix différents, d'options disponibles pour l'approbation qu'une avocate de la défense peut demander au juge d'accorder à une cliente.
Et donc, c'est au juge de déterminer si c'est un oui ou un non après avoir eu cette conversation avec l'État. Si elles disent toujours non, alors généralement, elles passent à la phase de procès. En ce qui concerne sa grossesse, et si elle est incarcérée au moment où elle accouche, comment cela se passe-t-il? Je veux dire, est-ce qu'il y a... Vous savez, elle recevra des soins médicaux en prison, puis elle accouchera de ce bébé qui, j'imagine, sera ensuite confié à un membre de la famille à l'extérieur? C'est tout à fait exact. Elle serait prise en charge par l'État du Texas et recevrait les soins médicaux que toute autre personne sous la garde de l'État recevrait. Et ensuite, une fois qu'elle aura accouché, l'enfant sera confié à plus que la vie avec un père, ou si le père est inconnu, alors à un autre membre de la famille ou à un service de placement d'enfants. Et quand on pense à ce que cette expérience sera, je sais qu'elle a été légalement divorcée de son mari, qui a demandé le divorce peu de temps après l'accident en 2023. Mais il est le père de ce bébé et ils en sont presque à la moitié de la grossesse. En ce qui concerne sa défense, et cela a attiré beaucoup d'attention parce qu'elle était franchement ivre d'après ce que montrait sa toxicologie. Des drogues ont été trouvées dans la voiture. Elle affirme ne pas les utiliser alors et appuyer à fond sur l'accélérateur de la Porsche. Son avocat a affirmé qu'elle portait ses chaussures de créateur. Elles se sont accrochées à l'accélérateur, ce qui a causé l'accident. Que penses-tu de cette défense? Donc, il y a l'ivresse et l'homicide involontaire, deux aspects distincts, non? Donc, la première chose, c'est que l'État doit prouver que la personne était en état d'ivresse. Et donc, nous avons déjà franchi cette étape. L'ivresse, c'est au-dessus de 0,08, où ils ont perdu l'usage normal de leurs facultés mentales ou physiques. Elle dépasse 3 fois la limite légale. Inutile d'examiner le second critère. Elle est au-dessus de 0,08. D'accord, l'étape suivante. Voilà. Cette intoxication a-t-elle causé la mort d'une autre personne par accident ou par erreur? Donc, elle aurait pu être en état d'ivresse. Mais si cette intoxication n'a pas causé la mort de l'autre personne, alors techniquement, cela fait qu'elle n'est pas coupable. C'est pour ça qu'il utilise cette défense pour dire, eh bien, c'était ses chaussures. Ce n'était pas forcément son état d'ivresse. Il ne dit pas qu'elle n'était pas ivre. Il dit simplement que l'intoxication n'a pas causé la mort de l'autre personne. Je pense que c'est une défense créative, mais le jury n'y a simplement pas cru, n'est-ce pas? Donc, ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent dans cette situation particulière. Et donc, je pense que c'est le cas. C'est la raison derrière ce qu'il a fait. Je sais, en lisant certains des rapports du tribunal, qu'elle a, vous savez, fait une déclaration d'impact et a présenté ses excuses à la famille McMullen pour ce qui s'est passé. Et elle a dit qu'elle échangerait sa place si possible. À quelle fréquence ces déclarations de remords, même si apparemment elle maintient que c'est le talon qui en est la cause. Comment cela pourrait-il influencer la décision du jury sur la peine qu'elle recevra? Ce genre de déclaration va avoir un impact énorme parce que normalement, ce qui se passe, c'est que la personne plaide et supplie vraiment pour obtenir le pardon et montre ses remords devant le jury. Elle les montre à la famille de la victime et en gros, elle montre que c'était un accident. C'était une erreur. Je n'ai pas voulu le faire. Cependant, d'après tous les éléments présentés dans cette affaire, c'est plutôt un comportement imprudent qui s'est produit ici, n'est-ce pas? Donc cela peut être pris en compte. Ils ne sont pas obligés d'en tenir compte. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas une obligation. Sa déclaration et le fait de dire « D'accord, eh bien, nous allons maintenant réduire votre peine à une probation », ils ne sont pas obligés de le faire. Et c'est simplement quelque chose que l'avocat de la défense peut essayer d'utiliser pour tenter de réduire la sévérité de la peine à ce stade. Nous avons vu beaucoup de cas où ce sont les juges qui prennent la décision, après une condamnation, de la peine qui sera infligée à quelqu'un. Dans ce cas, c'était un jury. Ils ont délibéré 6 heures pour décider de sa peine. Qu'est-ce qui détermine si c'est un juge ou un jury qui prendra la décision? C'est entièrement au conseil de la défense de décider s'ils veulent s'adresser au juge ou au jury pour la phase de la peine. Très souvent, lorsqu'il s'agit d'une affaire très émotionnelle, dans un cas comme celui-là, j'irai normalement vers un juge pour la peine.
Parce que comme nous en avons parlé plus tôt, le jury est composé simplement d'individus pris au hasard dans le public, n'est-ce pas, qui siègent dans ce jury. Et ils sont très influencés par l'émotion. Lorsqu'il s'agit de donner une peine, comme nous venons d'en parler, ils ont donné la peine en fonction de l'anniversaire de la victime. Si quelque chose dépend beaucoup de l'émotion, nous allons souvent voir un juge ou si nous savons que le juge donne des peines spécifiques pour des infractions précises à chaque fois, alors nous allons voir le juge pour cela. Si nous savons que le juge prononce des peines différentes, selon son ressenti du jour, nous préférerons peut-être un jury. Cela dépend vraiment de chaque cas. Il y a une action civile que la famille des victimes a intentée contre Chambers et le procès aura lieu au printemps. Maintenant qu'elle a été condamnée, comment cela pourrait-il influencer le déroulement de la procédure civile? Donc, dans l'affaire de décès injustifié, ils essaient d'obtenir l'assurance de la personne responsable, donc contre Chambers. Donc, son assurance automobile, et donc ils intentent une action pour décès injustifié contre son assurance automobile, Et donc, l'affaire pénale, puisqu'il y a maintenant une condamnation, peut être présentée comme preuve dans l'affaire civile. Et donc, ce qui se passe normalement, quand il y a une condamnation pour conduite en état d'ivresse, juste le fait de conduire en état d'ivresse peut augmenter les dommages à ce que nous appelons la négligence grave dans une affaire civile. Cela signifie que vous pouvez désormais réclamer 3 fois le montant des dommages économiques. Et donc, cela peut avoir un impact considérable sur l'affaire civile où ils peuvent demander des dommages-intérêts supplémentaires. Et le mari, son ex-mari, légalement ex-mari, mais encore une fois le père de son enfant à naître, il est également poursuivi par la famille. Parce que c'est lui qui aurait acheté la Porsche qu'elle conduisait la nuit où tout cela s'est produit. Son argument est-il solide, affirmant qu'il a acheté la voiture pour sa femme, car il avait l'argent et qu'elle était alors au chômage? À quel point l'argument selon lequel il est responsable de ce qui s'est passé est-il solide? Je trouve ça un peu exagéré, mais évidemment, ils vont l'inclure puisque, comme tu l'as dit, il a l'argent. La plupart du temps, lorsqu'on dépose une plainte pour décès injustifié ou préjudice corporel contre un véhicule, leur assurance automobile ne couvre que 30, 50 ou 100 000. À moins qu'il ne s'agisse d'une police commerciale, ce qui n'est pas le cas ici, c'est juste une assurance automobile de base. Ainsi, lorsqu'il se retrouve dans cette situation, il cherche à réclamer plus d'argent. Et donc, s'il est celui qui a de l'argent, ils vont tout faire pour l'inclure dans le procès. Cependant, c'est le juge du tribunal civil qui décidera s'ils vont trop loin ou non. Ou s'il y a suffisamment de preuves pour dire, eh bien oui, il peut être lié à cette affaire en particulier. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour s'assurer qu'il reste inclus dans cette affaire. Il a divorcé d'elle peu de temps après que cela se soit produit, en 2023. Est-ce que cela lui apporte une quelconque protection, sur le plan légal, en ce qui concerne la possibilité qu'il s'en prenne à lui, ou est-ce que cela a un impact sur ses procédures? Non, donc la question est-ce qu'il a acheté la Porsche? Quel est son lien avec le jour en question, avec ce qui s'est passé? Ce jour-là, était-il le propriétaire de la Porsche? Était-elle à son nom? Est-ce qu'il la lui a donnée? Est-ce qu'il savait qu'elle, vous savez, buvait souvent? Savait-il qu'elle se droguait et était-il au courant de tout cela? Le fait qu'il ait ensuite divorcé d'elle n'a pas vraiment d'impact sur cela. Donc elle va aller en prison maintenant, 11 ans et 14 jours. Quelle est la probabilité qu'elle purge la totalité des 11 ans et 14 jours en prison? Ça dépend. Souvent, pour une affaire ancienne, on ignore combien de jours elle est restée en prison avant sa libération sous caution. Le tribunal créditera à cette personne le temps déjà passé en prison. Donc, ils commenceront à partir de là. Et ensuite, si elle va en prison, si elle a une bonne conduite, des choses comme ça, elle pourra être libérée sur parole plus tôt. Il y a différents facteurs à prendre en compte. Très souvent, la plupart des gens ne purgent pas leur peine jour pour jour, jour pour jour. Et puis, il y a une question que j'ai oublié de poser. Concernant le niveau de preuve requis dans le procès pour décès injustifié, qu'est-ce que la famille devra prouver précisément pour que Chambers soit reconnu coupable ou responsable, de la mort de Nicholas McMullins? Différence entre affaires civiles et pénales. En pénal, on considère l'intention, non?
Nous parlons de, vous savez, est-ce que nous remplissons ces critères particuliers? Dans l'affaire civile, on parle de négligence. Donc, c'était un accident. Nous ne voulions pas que cela arrive, mais c'est arrivé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une assurance, n'est-ce pas? Donc, l'assurance intervient chaque fois qu'il se passe quelque chose que nous n'avions pas l'intention de provoquer. C'était un accident, c'était une erreur. Donc, ils doivent prouver que c'est sa conduite qui a causé la mort ou blessé cette autre personne. C'était un accident. Donc, le seuil n'est pas très élevé. La responsabilité est probablement déjà acceptée. Donc, je pense que l'affaire civile ne porte pas forcément sur la responsabilité. Il s'agit maintenant des dommages-intérêts. Et nous verrons comment cela évolue à l'avenir. C'est vraiment une affaire très triste, n'est-ce pas? Ce jeune homme était simplement en rendez-vous pour la première fois, et comme ça, des vies sont perdues et d'autres changent à jamais. Bridget Williams, avocate au procès, ancienne procureure, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law & Crime. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour cette affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et sur Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.